Nous allons parler maintenant de la criminalité transfrontalière, comment l'endiguer. Il faut se rappeler que le 1er décembre dernier, 9 malfrats ont été présentés avec des armes et des munitions, des motos utilisées lors de braquages. Des braquages qui avaient eu lieu à Lomé depuis le mois d'août. Lomé avait enregistré une série de braquages. Ces malfrats sont des membres d'un même réseau basé au Nigeria qui opère à Lagos, à Lomé et à Abidjan. Ils détenaient un pistolet automatique et son chargeur et 12 munitions de 9 mm ainsi que 3 motos utilisées lors des opérations. Il y a au moins un des braqueurs prévenus qui a avoué le braquage perpétré le 12 novembre dernier au sein de la microfinance Seka. C'était dans le quartier Nukafu, où un butin de 2 millions avait été emporté. Un autre braquage dans le quartier Djidjolé le 21 novembre, où une somme de 4 millions avait été emportée. Et parmi ces braqueurs, il y a des gérants d'hôtels et d'auberges. Finalement, on a là des Nigériens, ces 9 sont tous de nationalité nigériane, Adam, qui avouent opérer à Lagos, à Lomé, à Abidjan, avec une facilité déconcertante, il faut le dire. Bon, parler de facilité, je pense que c'est trop dur également, parce que quand vous braquez Seka et Djidjolé, braquez, on est en plein centre-ville. Bon, ce qu'il faut dire, c'est que nous sommes en période de fin d'année, et les périodes de fin d'année sont réputées être des périodes assez perturbées où nous connaissons réellement ce genre d'actes qui se pour la plupart du temps. Mais vous savez, lorsqu'on parle de sécurité transfrontalière, ce sont des sujets qui font intervenir beaucoup de variables qui se percutent, mais sans être liés. C'est vrai que vous avez parlé de braquage, ça fait intervenir également la question donc de ce trafic d'armes à feu qu'on ne maîtrise pas sur le corridor Abidjan-le-Gordan naturellement. Parce qu'il ne faut pas limiter en fait l'approche sur ces 3 pays, ça va au-delà. Et on voit réellement que également nous avons aussi la crise de la piraterie qui prend aussi de l'ampleur ces derniers temps. Nous avons vu également la crise liée donc à la contrebande du carburant, des produits frelatés, etc. Donc c'est tous ces aspects de la question qui intervient réellement lorsqu'on parle de la sécurité transfrontalière. Mais la question épineuse aujourd'hui, c'est de faire réellement remonter réellement les mécanismes d'entretien ou carrément, quelles sont les relations qu'entretiennent donc nos forces de l'ordre et de sécurité. Sur tous les États, on a vu réellement qu'il y a eu donc des actions ciblées, concertées entre donc les États, mais de toutes les façons, chacun a sa manière de pouvoir donc protéger sa population. Mais aujourd'hui, je pense que au-delà de tout, le Togo, en ce qui le concerne, a eu quand même à faire des efforts en ce qui concerne cette sécurité-là. Et depuis un moment, il y a eu quand même un accalmie qui s'est donc qui peut être exprimé sur l'étendue du territoire. Mais comme je le disais tantôt, ces fins d'année sont réputées des périodes assez mouvementées, où ces gens-là interviennent. C'est ce qui fait que ces derniers temps, nous avions eu donc ces présentations de malfrats. Mais je me dis aujourd'hui, vous voyez, lorsqu'on prend surtout l'insécurité, a pris des formes, a pris vraiment de multiples formes. C'est la même chose lorsqu'on va au niveau du terrorisme. Vous allez voir, d'abord, ils prennent une longueur d'avance. Une longueur d'avance dans la mesure où, d'abord, c'est des gens qui sont d'abord prédisposés à mourir. Parce qu'il faut faire quand même le parallèle entre les deux. Lorsqu'ils sont prédisposés quand même pas à s'adonner à la mort, ça voudrait dire qu'ils ont une longueur d'avance sur les forces de l'ordre de sécurité qui sont obligés d'utiliser des tactiques, des stratégies pour les mettre hors d'état de nuit. Au même moment, eux également essaient quand même de faire intervenir des ingéniosités qui contredisent naturellement donc ces dispositifs de sécurité mis en place par nos forces régaliennes. Donc je pense que quelque part également, c'est l'approche où la population n'est pas naturellement, on s'arrête surtout au niveau des communiqués, n'est pas réellement associée à la sécurité. On va revenir à l'aspect de l'association même qu'il faut avoir, enfin de la collaboration qu'il faut avoir avec la population. Mais Adam Adjournou, je parlais tout à l'heure de cette facilité avec laquelle ils opèrent. Vous avez des étrangers qui, dans le cas d'espèce des Nigérians, qui peuvent traverser 2-3 frontières, venir dans un autre pays. C'est-à-dire avoir une telle connaissance du terrain qu'ils peuvent aller même, quand on parle de Nukafu, on est en plein centre-ville, quand on parle de Djidjolé, on est également en plein centre-ville, 2 jours, opérer et repartir, donc qui s'adaptent finalement au terrain sur lequel ils opèrent. Non, mais il faut dire qu'au niveau de la criminalité transfrontalière plutôt, pourquoi
on adjoint à cette criminalité le terme de transfrontalier. C'est parce que c'est des réseaux qui se tissent. Les réseaux de malfaiteurs, c'est des gens qui sont souvent en intelligence. Et vous pouvez voir un gang à Lagos, qui a son relais à Lomé, qui a son relais à Abidjan et autres là. Et le plus souvent, c'est une certaine complicité qui naît dans les pays où ces gangs-là opèrent. Et donc, quand ils arrivent, ils sont bien accueillis, on leur montre les terrains. Il y a même des gens qui sont des indices qui disent en même temps que voilà, telle cible est accessible, on peut la frapper, on peut faire ceci. Donc, voilà ce qui se passe au niveau de ces gangs-là. Et facilement, ils arrivent à opérer. Quand vous prenez le cas de ces malfrats qui ont été arrêtés, vous allez voir que quand ils sont arrivés, ils ont été bien logés. Il n'y a pas eu une certaine culture de renseignement citoyen pour amener les gérants d'hôtels et les gens des auberges là à alerter les forces de l'ordre. La culture de dénonciation. La culture de dénonciation, bien évidemment. Donc il n'y a pas eu ça. Donc ça fait que ces gens-là étaient vraiment peinards, comme vous avez dit, avec une certaine facilité. Ils arrivent à opérer. Et parfois même, sincèrement, ils couvrent d'opprobre nos forces de sécurité. Parce que quand ils opèrent, parfois même il y a des patrouilles dans l'environnement, dans le voisinage ou bien peut-être dans les enclavures, mais qui n'arrivent pas à agir. Donc tout ça là, ça a créé, sans vous mentir, de la déception au sein de la population. À un moment donné, les populations se demandaient, mais au fait, qui sont ceux qui frappent? Qui sont ces braqueurs-là que les forces de l'ordre n'arrivent pas à arrêter? Il y a eu même des suspicions, je ne veux rien dire ici. Vous comprenez? Donc, ça voudrait dire que il y a un travail d'abord qui doit être fait avec le peuple. Vous avez dit que nous allons revenir là-dessus, la culture des dénonciations. Mais maintenant, il faut parler aussi du dispositif sécuritaire. Le ministre de la Sécurité doit déployer un système de sécurité qui puisse prendre même si ce n'est pas le Togo, au moins les points névralgiques, les points sensibles là, en chose, comment l'appelle-t-on là, un quadrillage de ce point sensible. Quand il y a, en tout cas, attaque en même temps, quand il y a braquage et autres là, on doit pouvoir avoir des éléments. La technique a évolué. Si nous avons des caméras et que les gens opèrent, ils courent dans la rue en pleine journée, on n'arrive pas à les attraper, on n'arrive pas à les arrêter, on n'arrive pas à les repérer. Ce que nos caméras là, c'est des enjoliveurs. C'est fait seulement pour orner la ville. C'est décoratif. C'est que ça ne fonctionne pas. Donc il faudrait aller directement à ce mécanisme-là, que ces caméras-là fonctionnent. Et en même temps, la coopération. Et ça, je salue ce qui se fait au niveau du Conseil de l'Entente. Vous savez que en avril 2018, il y a eu une rencontre des chefs d'état-major et des chefs de sécurité ici à Lomé. Et ils ont dit qu'ils vont aller maintenant vers le partage des renseignements, parce que c'est ça même la force. Quand on parle de la sécurité, c'est le renseignement. Si le renseignement travaille véritablement, il y a des coups qui vont déjouer. Il y a des bandes là qui peuvent... Ibrahim Acha touche un point important en parlant du renseignement. Je suppose que ces hommes qui quittent peut-être le Nigeria pour venir opérer à Lomé, dans leur pays d'origine, c'est pas des gens qui passent pour des citoyens exemplaires, qui doivent quand même être peut-être, je sais pas moi si je peux employer le terme fichés, mais connus des services de police. Et c'est justement ces renseignements qui peuvent aider à la lutte contre la criminalité transfrontalière. Oui, mais c'est que lorsque vous parlez par exemple du mot fichier, je ne crois pas qu'on doit hésiter d'en parler, parce que tenir un fichier, je crois que ça protège les populations, et cela n'a rien d'anormal si le fichier est bien tenu. Mais seulement, je veux intervenir sur 3 points, et je crois que mes confrères ont déjà de façon éloquente parlé de ces points-là. Je voudrais quand même ajouter quelque chose et intervenir à 3 niveaux. Monsieur Acha a parlé par exemple de la coopération qui est en marche. Mais de quelle façon cette coopération-là peut être efficiente si l'organisation sécuritaire à la base n'est pas bien faite? Lorsque les gens quittent par exemple le Nigeria, qui traversent souvent même nos frontières sans présenter de passeport, des gens, des pays qui
qui ne tiennent pas des fichiers, des petits malfrats et des grands malfrats qui peuvent agir à l'extérieur de leur pays. Donc il faut d'abord qu'un travail soit fait à la base. Sur ce point-là, je voudrais parler de deux choses. Parler d'abord de l'outil de sécurité. Quels sont les outils de sécurité dont nous disposons? Si vous prenez par exemple le Togo, est-ce que le Togo a par exemple un hélicoptère qui puisse prendre les airs si jamais on constatait qu'il y a braquage ici et que les individus sont en moto, ils circulent? Parce que vous avez constaté que dans ce pays, des gens pendant plusieurs minutes ont fait des rodéos à moto dans la ville et personne n'a su les intimider, justement parce que nous n'avons pas les moyens. Les forces de l'ordre régulières n'ont pas les moyens d'inserter les gens qui sont aussi rompus à leur matière parce qu'ils ont de la pratique, ils ont de l'expérience et ils ont quelques moments d'avance sur nos forces qui doivent les intercepter. Donc je voudrais dire que de quel matériel dont nous disposons aujourd'hui pour être une police de proximité efficace? Ce matériel-là, je crois que reste à acheter, à trouver pour les forces de sécurité, les forces de l'ordre qui ne veulent pas jouer de leur vie pour protéger les autres citoyens. Lorsque vous n'avez pas le matériel adéquat, mais vous entendez tirer quelque part, est-ce que vous avez le courage d'aller face à des balles qui sifflent par des armes que vous ne possédez pas? Vous voyez, donc il se pose déjà un problème d'outils de sécurité. En plus, aujourd'hui, nous avons érigé des communes. Il faut que soit dévolu à ces communes-là le rôle de sécurité de la police de proximité. Parce que c'est cette police-là qui, dans les communes, peut vous jouer à connaître qui habite où. Parce que si nous n'avons pas cette surveillance-là, ce n'est pas une surveillance pour la délation, mais c'est une surveillance pour la sécurité, parce que l'organisation de la sécurité part des quartiers. Dans nos quartiers, qui habite où, qui vient faire quoi, qui est étranger, qui habite à quel numéro. Donc il faut que ce soit aujourd'hui la police municipale qui tient le rôle de la sécurité de base. C'est difficile quand on n'a pas d'adressage. Oui, je crois que ça a commencé maintenant. Bon, je pense que sur la question, l'équivoque a été levé parce qu'on était avec le secrétaire général du ministère de la Sécurité qui a dit c'est carrément exclu. L'adressage? Non, de pouvoir parler de police de proximité. Non, de municipal. Police communale. Pas au Togo que c'est carrément exclu. Actuellement, c'est peut-être pour un peu remodeler ou réorganiser réellement la population à pouvoir donc être des facteurs de dénonciation, etc. C'est ce qui peut être fait. Et parce que lorsque nous prenons surtout la police de proximité, étant donné que d'abord le concept était très mal expliqué, ça fait qu'il y avait déjà des heurts entre d'abord cette police de proximité et la population. D'ailleurs, même moi, j'ai eu la chance d'assister à une revisiter carrément les têtes de cette police de proximité en associant réellement les élus locaux, les chefs traditionnels, etc., pour qu'ils soient des relais auprès de la population, parce qu'on estime également aussi, ils n'ont pas perdu de vue réellement ces forces de proximité-là qui également se dévient réellement de leur mission et arrivent réellement à pouvoir... Donc, tous ces aspects-là ont pour dénominateur commun quand même la corruption, qui devait donc faire ressusciter encore des moralités. On n'en a pas à tout point de vue, qu'on prenne aussi bien au niveau des forces de l'ordre de sécurité qu'au niveau même de la population, donc qui fait que c'est difficile quand même à gérer. Mais sur le plan outils, je pense que le Togo a commencé par faire des efforts, parce que quand je vois un peu les groupes, les patrouilles, quand vous voyez les éléments, ils ont au moins le gilet. Par le passé, c'était pas ça. Ils ont aussi des indications. Et même avec le matériel roulant aussi, vous voyez un peu que c'est acceptable, ça peut les protéger, ils sont identifiables et autres là, et vous les rencontrez aussi un peu partout. Mais il faut renforcer cela, et surtout pour le cas de l'hélicoptère, c'est très important. Parce que c'est ça, il faut ça quand il y a de ces braqueurs là qui commencent par opérer et que l'hélico est en haut déjà, je pense qu'on peut les suivre en même temps et orienter ceux qui sont au sol. Les forces qui sont au sol. Voilà, c'est un travail de coordination. Et là, quand c'est bien huilé, je pense que les choses peuvent aller. Donc, la gendarmerie doit forcément avoir. Au Sénégal, par exemple, la gendarmerie a une flotte. Vous avez des hélicos, vous avez même des avions et autres. Là, vous soulevez quelque chose d'important. Et moi, je vais faire un peu le parallèle avec ce qui s'est fait au Bénin, où on a fondu
police et gendarmerie pour avoir une police républicaine. Parce qu'il se pose aussi un problème de commandement. Quand moi je regarde ces même de leadership. ces deux corps, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de concurrence. Oui. Cette sorte de concurrence sape le travail sur le terrain finalement. Absolument. On a l'impression d'avoir tel corps qui veut faire mieux que tel autre finalement, Chris Ega. Oui, c'est qu'il faut spécifier les choses. Il faut qu'on sache qui fait quoi. Comme nous le disons tout à l'heure, que dans les quartiers, parce que j'insiste sur cette police de proximité, je ne sais pas quel nom, il faudra la donner, il faudra lui donner, mais c'est que ce qui est sûr, c'est que l'organisation de la sécurité commence par les quartiers. Lorsque vous ne savez pas qui vient héberger, qui vient habiter ici, parce que vous avez constaté que ceux qu'on a arrêtés la dernière fois, aucun d'entre eux n'habite au centre-ville. Ils partent de la périphérie pour venir agir par exemple à Nukafu, agir à Adaoulato et retourner à leur base. C'est pareil, il y a un certain nombre de malfrats qui habitent par exemple les préfectures des alentours. C'est les nuits qui viennent opérer et le jour ils se retirent dans les préfectures. Je ne veux citer aucune préfecture, mais on sait très bien que récemment on a arrêté aussi, on a démantelé des réseaux de braqueurs. Des réseaux de braqueurs qui étaient, voilà. La plupart des gens qui habitent dans les banlieues, dans les dans les préfectures environnantes. Dans les préfectures environnantes. Donc, je voudrais dire que je ne sais pas quel est le nom qu'il faut donner à cette police, mais c'est surtout cartographier la ville de Lomé, savoir quel est le volume d'habitants qui habitent dans tel secteur, et puis savoir que ces maisons-là existent et les identifier. Comme ça, il se peut que parfois, on passe par là pour voir qui sont ceux qui habitent ici, demander ces gens de renseignements. Et comme cela, on tient une fiche de ces différents quartiers. Comme ça, on peut chercher rapidement. Parce que lorsque quelqu'un vient habiter à côté, on l'a souvent dit, je crois que le général Yak l'a souvent dit, que lorsque vous voyez quelqu'un qui est bien habillé, qui sort, qui revient, revient, vous ne savez pas, qui ne fait rien, mais qui mène une vie absolument luxueuse. Il faut dénoncer, c'est ce que nous appelons culture de dénonciation, qui n'est pas une culture de délation. Non, c'est pas la délation. On le fait pour de la sécurité. Et aujourd'hui, il faut qu'on utilise justement l'occasion que fournit l'érection des communes pour donner une responsabilité aux maires, parce que ce n'est pas des territoires, les communes ne sont pas des territoires autonomes pour qu'on dise qu'on va fabriquer des forces de l'ordre autonomes qui vont un jour aller contre les intérêts de l'État central, mais c'est qu'il faut trouver la bonne formule pour doter les communes des forces qui surveillent les territoires. Et ce n'est que par cette façon qu'on peut savoir qui est venu habiter ici. En réalité, moi je pense que le schéma que vient de décrire Chris, c'est un peu le schéma qu'on constate au niveau élevé, parce que lorsque vous prenez à l'échelle nationale, vous allez voir des gens voler des motos peut-être à Dapan, c'est cassé, donc ils ont des cibles, ils viendront le vendre dans d'autres localités, etc. Maintenant, si on prend l'aspect un peu sous-régional, c'est la même chose. Vous allez voir les voleurs organisés ici, ils ont donc des relais peut-être au Bénin qui savent bien, donc c'est eux qui iront donc déployer toute la tuerie, l'ingéniosité qu'il faut donc pour dérober ce qu'il faut dérober et venir démonnayer donc ces trucs-là dans d'autres pays, etc. Donc c'est des gens organisés, très bien organisés, qui savent à quoi ils jouent, professionnalisés d'ailleurs même. Voilà pourquoi je dis des fois même ils ont une longueur d'avance au niveau, parce que c'est des gens qui vivent avec des gens, ils ont leur site, ça pendant combien de minutes, donc il faut frapper. Donc moi je me dis, il faudrait réellement que nos pays puissent donc se retirer un peu de cette formule-là classique d'organisation de la sécurité, parce que ça va vite. Aujourd'hui, lorsque vous les prenez, surtout avec le développement des contenus numériques, etc., ça va vite. Il faudrait réellement qu'on puisse adapter de nouvelles formes de sécurisation de nos pays en tenant compte donc, de ces modules-là qui ont commencé donc pas à émerger et qui font la force réellement donc, de ces fauteurs de troubles, etc. Mais l'autre aspect également, moi je pense que la question a été évoquée, où on parlait de la question de liste, c'est vous qui l'avez évoqué, de liste entre la gendarmerie et la police. Je pense qu'à un moment donné, ça a été un peu harmonisé, où on a fait l'équivalent des grades, ce que ça veut dire surtout lorsqu'on prend, puisque c'est une question évidente, oui, au niveau de la police, on a fait une équivalence. Est-ce que c'est vraiment une question de grade ou plutôt une question de rôle?
Non. À quoi sert la gendarmerie, à C'est quoi ça. sert la police? Non, il y a la question du rôle, certes, mais il y a quand même aussi des forces mixtes qu'on organise entre les deux. Donc, c'est là où intervient donc la question de leadership. Et là, je pense que nos autorités ont pris le temps de pouvoir donc faire l'équivalent. En fait, c'est une question de commandement et de grade qui cause en réalité ce problème-là. Vous allez voir peut-être les militaires qui disent souvent aussi une que les question gens de ne sont pas territoire, bien organisés, etc. Oui, Mais oui. à C'est partir une du question moment- de Ouais, c'est une territoire question parce que de- la c'est ce que je gendarmerie Non. intervient généralement en dehors des villes. Voilà. Et voilà, sur Voilà. les, Non, mais si Voilà. vous prenez les pas axes, etc. si vous prenez pas la DPJ, il a quand même obligation sur toute l'étendue du territoire. Oui. La même équivalence se trouve au niveau de la gendarmerie. Oui, Ils sont ça c'est la capables de police passer par- judiciaire. Mais Ça, quand c'est vous la prenez la police police judiciaire. classique, Et la- c'est notre non, police quand on parle des et la forces- gendarmerie. Oui, quand on parle des forces mixtes là, donc en matière donc de subdivision des rôles, etc. Donc là, ils ont quand même des missions spécifiques qui couvrent réellement toute l'étendue en pouvant donc les cibler suivant les localités. Je pense que ça existe. Non, ce sont toutes ces forces concourent à la sécurité, à maintenir la sécurité dans le pays. Et quand nous parlons de leadership et autres, là, c'est la concurrence que ces forces se mènent. Parce que quand vous prenez par exemple la gendarmerie, si la gendarmerie intérêts également. arrive à déjouer par exemple un coup d'État ou bien à mettre la main sur des malfrats ou bien un gang bien organisé, c'est un exploit. Et c'est à l'honneur de ce corps. Donc, vous comprenez que ces corps-là doivent se concurrencer. Chacun va vouloir être vraiment au-dessus de l'autre. Même aux Chaque corps va États-Unis, vouloir- ça existe. Ça existe. Entre le FBI et même, comment l'appelle-t-on, la CIA et autres. La question Même c'est là-bas, les rôles tout à sont fait. bien Donc, spécifiés. non, On ici sait aussi, ils ont que- des rôles bien Non, spécifiés. c'est spécifié. Mais il arrive parfois Mais il y a qu'il toujours chevauchement. cette concurrence Il y là. a toujours cette concurrence. Il arrive parfois qu'il y ait même chevauchement sur une même cible. oui, Vous les oui. voyez les deux arriver et parfois s'ils ne sont pas bien identifiés, ils vont se rentrer dedans comme on dit. Maintenant, Pour apporter parce un peu que- de l'eau, Donc- de l'eau à ce que. Et à l'autre à aspect Tchadi. que je voulais terminer, permettez-moi, c'est par rapport à l'organisation même de la sécurité. Quand vous prenez le cas du Togo, depuis la politique de refondation de l'armée et autres, là, on a vu que tout a été un peu organisé. Quand vous prenez un peu les forces militaires, vous les voyez un peu, hein, il y a la zone 1 et la zone 2. Quand vous prenez la gendarmerie, vous voyez aussi la zone 1 et la zone 2. Donc, c'est la police, etc. Et même au niveau de Lomé, il y a une multiplication de ces commissariats. Tout ça, là, ça participe vraiment à une police de proximité. Et ce qui va se faire maintenant, c'est qu'avec la présence des élus locaux maintenant, ils doivent avoir un travail, un mécanisme par lequel les commissariats qui sont dans leur ressort territorial au niveau des communes puissent être identifiés et travailler en harmonie pour que les élus locaux et même les CDV, les CDQ là, puissent aussi apporter leur Ouais, contribution leur à la contribution. sécurité. En fait, ce dans que je le voulais pays. ajouter pour donner vraiment un exemple type à ce que vous venez de dire, parce que lorsque vous preniez, il y avait une force qui était donc consacrée et disons aux essences frelatées, etc. Oui, oui, mais lorsque vous posez la l'opération question, on vous dit entonnoir. voilà les forces entonnoirs sont Entonnoir. là, mais lorsque vous posez la question, on vous dit quand même que toutes les forces de sécurité sont interpellées à dans fait. cette lutte-là, Ouais. quand bien même que Sont c'est dévolu impliqués. à un À une point force donné. donnée, Voilà, voilà. donc Mais pour la c'est- contrebande. Ouais. C'est les gendarmes, Alors, les Ouais. douaniers. Et même au niveau de la Mais gendarmerie, vous contre allez voir. là, tout le monde est interpellé Tout pour à fait. lutter contre Ah, cela. Donc, contre cela. peu importe, Voilà. ça peut être des militaires qui trouvent réellement qu'il y a contrebande ici. Ils vont peuvent frapper. intervenir. Et même quand vous prenez un peu au niveau de la gendarmerie, vous allez voir maintenant qu'il y a une sorte de spécialisation. Oui, vous allez voir les GILAT, les oui, quoi, oui, quoi, oui. qui font ça. Au niveau de la police, c'est la même chose. Les GIPN ou bien Ouais, quelque chose comme ça, là, voilà. qui ont aussi des missions spécificités. spécifiées. Quoi. Donc, je me dis qu'il y a un Ça, travail comment qui est en pas train d'être fait. Alors, et ça on peut avait vraiment apporter fruit. touché ce point important qu'est la collaboration avec la population, parce que vous ne pouvez pas lutter contre la criminalité à fait. s'il n'y a pas cette collaboration. Mais quand on est dans un pays, enfin on est en Afrique, où la culture de la dénonciation n'est pas dans nos mœurs, on n'aime pas livrer l'autre finalement. Oui, voilà, on n'est pas livré l'autre. Ils disent que livrer l'autre, je pense Oui, que bon, c'est pas- pour c'est ça. exprimer un peu la chose. Hein. Non, je crois que dans les pays où il y a cette culture de dénonciation, là, je crois, arriver par exemple à Paris, si vous ne savez pas trop passer par un certain voie devant une maison, c'est la police qui vient Oui. immédiatement, hein, parce que on voit que vous êtes en train de balader, vous allez, vous venez, C'est ça. que vous alliez, vous revenez une seule fois, ça suffit pour attirer de l'attention. Oui. C'est Tout à quelqu'un qui de sa sa chambre appelle la police pour venir voir ce qui se passe. Et je crois que là, on parle de dénonciation à des fins de lutte contre la criminalité, parce que celui qui est en train de circuler là, on ne le connaît pas forcément. Et c'est justement parce qu'on ne le connaît pas qu'il peut être Une
une menace. Il est une menace parce que justement, on ne le connaît pas dans le quartier. On ne sait pas ce qu'il est venu faire. Et c'est pour cela, tout à l'heure, je parlais de cette police qui soit dans les quartiers. Et pour que cette police soit dans les quartiers, ceux qui vont gérer, ça, c'est les maires, c'est les mairies. Oui. C'est pour cela qu'on a créé des arrondissements pour que les gens puissent bien embrasser leurs responsabilités. On a découpé, par exemple, la ville de Lomé en un certain nombre d'arrondissements pour que le contrôle soit efficace. Et il faut que les polices qui ressortent de ce territoire-là puissent avoir un schéma de leur territoire et contrôler les nouvelles constructions qui sont faites, les gens qui arrivent nouvellement dans le quartier. Je crois que quand c'est sectorisé comme ça, on peut faire du travail efficace parce que la charge sera beaucoup plus légère que de laisser la chose à une gestion centrale et qui se perd. Je crois que la sectorisation dont M. Acha parle tout à l'heure, là, qui intervient aujourd'hui dans les corps de la police, de la gendarmerie, etc., est à encourager. Maintenant, il faut que cela aille à l'essentiel, c'est-à-dire descendre jusqu'à la base pour qu'on ait ce schéma-là. Et il faut que ailleurs, ce n'est pas arrivé automatiquement, ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. C'est parce que les gens ont mis du temps pour instaurer cette structure-là. Et je crois que qu'on commence déjà à en parler ici, c'est très bien. Et c'est évident que sur le terrain, beaucoup de choses sont faites déjà dans ce sens-là. C'est justement pour ça qu'on parle de la décentralisation. Ce n'est pas seulement décentralisation du point de vue de l'administration, mais aussi c'est décentralisation pour des questions de sécurité, etc. Je crois que la décentralisation sécuritaire arrive rapidement dans les actes, Ibrahim Acha, dans les quand quartiers. Vous êtes dans un quartier, vous êtes supposé, par exemple, connaître le commissariat le plus proche et le numéro de ce commissariat. Tout à fait. Ce que tout le monde n'a pas aujourd'hui. Vous appellerez, par exemple, le 117 pour signaler, je crois que le 117, c'est le numéro de la police. Oui. Pour signaler, il y a un individu qu'on ne connaît pas trop dans le quartier et tout. On va vous dire, bon, on va appeler le commissariat de votre zone. Tout ça, pour les gens, c'est un peu lourd. C'est un peu lourd. Effectivement, mais la police a fait un effort. Tout récemment, sur les réseaux sociaux, j'ai vu un répertoire des commissariats et autres. Mais moi, par exemple, sur un cas où je voulais vérifier une information, j'ai vu sur le répertoire, j'ai appelé le numéro. Le numéro me dit, mais non, c'est pas notre bureau. On me donne un autre numéro qu'il faut que j'appelle. Non, oui. non, c'est vrai. Non, c'est un problème très sérieux parce qu'avec les histoires de numéros, même, vous vous rappelez, avec dès le début même de certains problèmes, même, je veux parler même de coronavirus, on avait donné un numéro. Ce numéro, vous l'avez appelé, ça n'a jamais fonctionné. Donc, c'est par la suite qu'il y a eu vraiment un travail sérieux qui a été fait que maintenant, voilà, quand vous appelez, on a toujours ce problème avec le numéro Togo. Je me dis que avec le temps, les choses vont aller vite et peut-être qu'ils vont revoir les choses. Le répertoire de la police, je pense que dont je parlais, c'est un répertoire vraiment actualisé. Quand vous appelez, vous pouvez vraiment avoir un interlocuteur qui va peut-être vous donner les indications qu'il faut ou bien vous référer à un service beaucoup plus compétent à prendre en charge votre requête. Il faut que les gens aient cette culture finalement. Tout à fait, d'avoir... Parce que dans certains pays, par exemple, même si vous entendez dans la maison voisine, c'est la femme qui crie souvent, on appelle la police immédiatement. Bien évidemment. C'est l'enfant qui crie souvent, dit il y a un bruit d'enfant, et puis on vient vérifier pour des choses aussi anodines. Oui, parce qu'il y a des actes factuels qui ont amené, par exemple, lorsque vous vous taisez à côté de vous, après tout le lendemain, c'est des morts d'hommes, etc., des actes assez violents qu'on constate. Mais vous savez, moi, j'ai toujours cette habitude à dire, parce que nous parlons des questions de moralité, cette question de moralité. C'est vrai que par des sensibilisations, faire avec la population peut commencer, mais ça repose une fois encore la question d'éducation. Je pense qu'il faut attaquer le mal à la racine et attaquer le mal par la racine. Je pense qu'il faudrait réellement qu'on puisse commencer par introduire, disons, ces questions de civisme, de civisme, au niveau de tout le cursus. Et je pense que ça a commencé par être fait. Et lorsque vous voyez avec les réformes qui vont arriver, ce ne serait plus une matière facultative, c'est une matière à coefficient qui permettrait donc aux élèves de pouvoir réellement connaître le pourquoi je suis engagé à pouvoir donc contribuer d'abord au maintien de l'ordre de sécurité, connaître les institutions, quel est leur rôle, etc. Parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas comprendre peut-être
un élève qui a peut-être le BPC ne connaît pas réellement les alternatives au niveau de la justice, ne sait pas comment ça se fait. Lorsque j'ai tel problème, à quelle juridiction m'adresser? Lorsque j'ai tel problème, à quelle institution m'adresser directement? Je pense que ça crée également le site de développement. Il faudrait quand même merci, Adam Adjronou, Ibrahim Acha, merci beaucoup. Merci à Chris Sega également. Merci à tous de nous avoir suivis ce jeudi. On se retrouve demain, vendredi, pour un autre débat.